Je réponds au nom de Marc Otosier Goïta. Bon, c'est pas grave si vous inversez, ça peut être Otosier Marc Goïta. Et je suis consultant de profession et j'ai aussi un goût prononcé pour l'écriture. Et à ce titre, je suis auteur-écrivain. J'ai pensé qu'une des chances de développement de l'Afrique passe essentiellement par une science, mais en même temps un art qui est vital, le management. Et que, de mon point de vue, reste le secret de beaucoup de nations qui se sont développées. Figurez-vous, nous étions, en tout cas le Mali à l'indépendance, à un niveau plus ou moins égal en termes de création de richesses avec certains pays, des pays comme la Chine, comme la Corée du Sud. Mais aujourd'hui, ces pays nous ont surclassés et le seul secret, c'est le management. C'est la gestion, si vous voulez. Et bien entendu, certains l'appelleront, pour donner un peu d'amplitude, la gouvernance. Et j'en suis tellement conscient que j'ai fait moi-même une petite estimation des nations qui performent en Afrique. Et pour me rendre compte qu'en dehors du management, toute apparence de développement, ce n'est que de la coquille vide, parce que ça va s'écrouler après. Donc, le management reste, de mon point de vue, une des chances de développement de l'Afrique, parce qu'il comporte des outils, il comporte des règles, il comporte des pratiques, lesquelles pratiques, outils, performent la structure, l'entité. Et bien entendu, qu'il s'agisse du management micro, c'est-à-dire qu'à une échelle réduite, ou du management macro, jusqu'au niveau de l'État, en tout cas bien comprise, elle crée la performance. Donc voilà un peu l'objectif de cet écrit sur un domaine que beaucoup de gens n'embrassent pas, parce qu'il est quand même peut-être un peu délicat en termes de contenu, mais tout de même utile en termes de pratique. Écrire, c'est aller à la rencontre du savoir et partager le savoir. Et personne n'a le monopole du savoir. Alors, il y a un monsieur du nom de Marc Aurèle qui a dit que l'écrivain est un conquérant. Et refuser de l'être, c'est d'être fichu. Comme je l'ai dit, pour écrire, il faut partir d'un objectif. Il faut partir d'une conviction qu'on veut donner et qu'on veut recevoir. Parce que, voyez-vous, ce livre, je l'ai écrit, j'ai eu beaucoup de sentiments, des observations, des encouragements, mais en même temps, et je suis sûr que des chefs de famille, parce qu'il s'agit aussi des chefs de famille, il s'agit des structures, des entités, comment ça s'appelle, organisationnelles. Il s'agit aussi de l'État, parce qu'un des chapitres, pour le dire, ça s'intitule alors, Incursion au cœur du leadership africain. Et là, je voudrais quand même m'appesantir un peu sur cet aspect. Parce que j'ai senti, depuis l'école, parce que je suis aussi un diplômé en droit public, mais après cela, j'ai fait des formations post-universitaires, comment ça s'appelle, au niveau international. Mais j'avais déjà compris que, et sans avoir fait des études prospectives, que nous risquons dans nos pays d'être butés à des aspects de malgouvernance. Et j'ai prévenu à travers ce livre que même si on ne gérait pas l'État selon les règles de l'entreprise, il y a tout de même des moyens de gouvernance vertueuse qu'il faut appliquer à la gestion de l'État. Donc, voyez-vous, écrire, c'est aussi prévenir, c'est aussi sonner pour que l'autre se rende compte que si on ne fait pas attention, alors quelque chose de surprenant peut arriver. Voyez-vous, j'écoutais un juriste hier et il a lu un document que j'ai lu, Mali Prospective 2025. Vous savez que tout ce qui se passe au Mali aujourd'hui est déjà dans ce document et qui est écrit depuis plus de 10 ans, comme pour faire une sorte de prédiction scientifique. C'est à partir de constats
sur l'analyse des variables et des situations de société, des gens ont dit, si on ne fait pas attention, au Mali, voilà ce qui va arriver. C'est arrivé en 2012 et ça continue. Donc l'écrivain, c'est vraiment un audacieux, c'est un conquérant, c'est quelqu'un qui prévient et c'est quelqu'un qui fait un peu œuvre de prophétie. En fait, la gouvernance africaine est un chapitre sur 16 chapitres. Et par exemple, un des chapitres que j'aime beaucoup, encore que j'aime tous les chapitres, c'est par exemple la gestion de l'homme. L'homme en tant que première ressource d'une nation, l'homme vertueux, l'homme considéré, l'homme, c'est-à-dire mis dans son contexte et comment en effet faire de lui un instrument à la disposition de sa nation. L'homme patriote, l'homme qui est dans un savoir-être et dans un savoir-faire. Parce que le savoir-faire, sans le savoir-être, ça rime à zéro. En d'autres termes, même si vous bachotez le dictionnaire, vous bachotez toutes les sciences de la Terre, vous pouvez mettre des formules de manière à vous soulever du sol sans autre mécanisme visible si vous n'avez pas le savoir-être. Et ces livres, en même temps qu'ils donnent des outils de savoir-faire, comment gérer son entreprise, comment gérer un État, comment gérer même sa famille et comment se gérer. Parce que ce sont ces niveaux de gestion et c'est vraiment là-dedans, c'est dans les livres. Alors, en plus qu'il donne une certaine méthode de cette gestion technique, il donne aussi des moyens d'être soi-même, ce que les Anglais appellent en général l'image making. Image, c'est-à-dire la fabrication de l'image. Comment en effet tout homme devrait se considérer sans se déconsidérer par des actes souvent qu'il ne perçoit pas. Vous savez, l'être humain est surtout reconnu à travers son image. Et l'image c'est quoi? L'image c'est comment vous apparaissez quand on vous voit. Quelle personnalité vous dégagez physiquement. Et quelqu'un a dit, la façon dont vous apparaissez est la première lettre de recommandation de là où vous êtes. Et la deuxième chose, c'est comment vous parlez. Dis-moi comment tu parles et je dirai qui tu es. Et la troisième composante de l'image, c'est ce que vous faites, c'est les actes que vous posez. Et les actes que nous posons parlent souvent tellement fort que ce que nous disons, les gens ne peuvent entendre. Par exemple, le cas d'un dirigeant, si tu passes des années à berner ton peuple à travers des discours élogieux, des discours de forme académique, des discours de grande quintessence rhétorique, mais si vous ne posez pas les actes, le peuple finit par vous déposer. Et malheureusement, ça arrive sous certains cieux et ça peut arriver partout. Voilà. Je ne suis ni pessimiste ni optimiste. Je ne suis pas au centre non plus, mais je suis un afro-réaliste. Mais je dis au rythme où nous allons, si nous ne prenons garde, quelqu'un a dit, à force de rester sur terre, de ne pas pouvoir bouger, on finit par se retrouver sous terre. Et je vais vous rappeler les idées d'un homme d'État, l'un des plus doués de sa génération. Et vous soupçonnez déjà de qui je parle, Barack Obama. Alors qu'il était encore sénateur en 1986, il n'était pas président. Il est venu au Kenya en visite de famille. Et à la fin de son séjour, les journalistes lui ont posé une question toute simple. C'est exactement comme la même question que vous me posez. Ils ont dit, mais quel est son sentiment du devenir de l'Afrique? Et je le cite. Il a dit, l'Afrique ne fait pas honneur à son potentiel. Et beaucoup trop de ses dirigeants ne sont pas à la hauteur du génie de leur peuple. Je répète, l'Afrique ne fait pas honneur à son potentiel. Et beaucoup trop de ses dirigeants ne sont pas à la hauteur du génie de leur peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malheureusement, puisque je parle de gouvernance, je ne peux pas dire autre chose que ça. Le développement des pays, ça ne tient qu'aux dirigeants. Dis-moi quel dirigeant tu as. Je te dirai quel niveau de développement tu as et que tu auras après. Et regardez la Chine. En Chine, les gens n'avaient pas les 2 plats par jour. Mais
c'est la première puissance économique aujourd'hui du monde. Et regardez des pays autour de nous, les Ghana, regardez le Rwanda. Mais vous savez que nous avons en réalité plus de ressources, plus de potentiel, comme Barack Obama le dit, de potentiel économique que ces gens. Que des ressources Dieu nous a dotés. Nous avons l'or, nous avons, et je me permets, le pétrole. Nous avons, qu'est-ce que nous n'avons pas? Nous avons la bauxite, nous avons l'eau. Mais je vais vous dire, ce n'est pas pour choquer. Moi, j'ai fait un pays comme la Mauritanie. La Mauritanie, Nouakchott, est distant du fleuve Sénégal d'au moins 300 km. Et Dakar, de 400 km. Mais vous savez que Nouakchott a fait venir l'eau du fleuve pour ravitailler la capitale de la Mauritanie. Le Sénégal a fait de même. Mais le fleuve traverse ma capitale. Mais ouvrez mon robinet tout de suite, il n'y a pas d'eau. Après 60 ans d'indépendance à peu près. Mais vous voulez que l'imagination des gens ne travaille pas. Mais c'est justement les hommes qui font la différence. Et on est dans les onomatopées, on est dans la conjugation du passé, on est dans le superflu alors que l'utile est à côté. Bon, les auteurs qui m'ont influencé, pas que je les aime autant qu'ils m'ont influencé, ça je dois dire. Un auteur qui m'a beaucoup influencé, c'est Karl Marx. Mais je ne suis pas marxiste. Parce que être marxiste, c'est choisir aussi de ne pas être du côté de la foi. Or, je vis et je défends ma foi. Mais Karl Marx a ceci de sincère. Mais pourquoi Karl Marx? Qu'est-ce qu'a fait Karl Marx? C'est la dépravation de la société qui a créé Karl Marx. C'est parce que en son temps, on avait instrumentalisé la religion, comme ça se fait souvent. Les gens ont dit, oui, écoutez, ne vous plaignez pas. Si nous avons quelque chose ici sur terre, c'est parce que nous mangeons notre part. Mais vous n'avez rien, vous aurez votre part au ciel. Et ça, c'est par interprétation des livres divins, ce qui était faux à l'absolu. Mais Karl Marx a dit, même si je suis bourgeois, sachant que cela est faux, il faut que je me démarque de cette philosophie pour dire aux gens ce que je pense. Même si cela me coûtera d'être athée, de combattre la religion. Et c'est là qu'il a dit que la religion est l'opium du peuple. L'opium, c'est quoi? C'est la drogue. Quand vous la prenez, ça vous endormit. Et vous suivez textuellement ce que les autres vous disent. Alors Karl Marx, il a parlé du matérialisme dialectique, de la lutte des contraires. Et la lutte des contraires, il faut bien que quand quelqu'un est oppressé, qu'il se mette en position de bataille, en position de marche d'abord, ensuite de bataille. Sinon, personne ne viendra faire la lutte de l'esclave à sa place, comme le dit Thomas Sankara. Mais parmi des gens aussi qui m'ont beaucoup inspiré, ce n'est pas forcément des gens qui écrivent, mais c'est des gens qui parlent, qui ont des idées. Et des idées qui forment, qui transforment. Et j'aime bien Thomas Sankara, j'aime bien d'autres Africains comme Wole Soyinka. Mais Wole Soyinka, c'est un écrivain, c'est le premier prix Nobel de littérature en Afrique, je ne sais pas si vous le savez. Mais il a dit ceci, mais si vous n'êtes pas d'accord avec les récits de votre histoire écrits par les autres, écrivez votre propre récit. Ça veut dire quoi? Nous sommes colonisés, d'accord. Mais nous avons aujourd'hui des intellectuels. Mais les livres d'histoire que nous avons, c'est eux qui ont écrit. Mais notre part des récits, c'est quoi? Parce qu'on nous a toujours dit que nous sommes, au départ, on disait que nous étions des enfants de Gaulois. Mais moi, je sais très bien que mon papa n'était pas blanc, les Gaulois, ils sont blancs. Mais quel recul nous prenons en tant qu'intellectuels pour dire la vraie version des choses? Donc voilà un peu des gens que j'aime, à travers des idées, peut-être des petites phrases souvent, qui transforment. Mais quelqu'un a dit que nous sommes dans un contexte mondialisé et que chacun devrait courir plus vite pour ne pas rester à la même place. Mais pourquoi? Parce que si vous restez à la même place, et c'est là que je vous salue, parce qu'il y a beaucoup de jeunes comme vous, mais qui sont dans l'attentisme, mais vous êtes en train de courir parce que demain, ça va être pour vous. Mais eux qui sont assis, ils vont s'enfoncer davantage. Si vous avez une compétition de course à faire, naturellement, vous allez aligner des chevaux, n'est-ce pas? Mais malheureusement, même des chevaux que vous alignez sont dans la posture d'âne parce qu'ils ne sont pas équipés. Mais à force de management, on arrive à atteindre les résultats qu'on veut. Et à tous les niveaux de la vie. Et je dis malheureusement, dans nos sociétés, on a souvent confié à des
personnes qui ont plutôt la force des ânes pour réaliser des missions qui appartiennent, qui relèvent de la valeur du cheval. Et puisque nous avons déjà beaucoup appris de nos turpitudes, des mauvaises appréhensions du management, je pense que beaucoup vont chercher à lire ce livre. Et c'est un livre qui va forcément transformer. Et c'est des projets de société, c'est des projets d'entreprise et c'est des projets qui peuvent faire avancer les pays et même le monde.